On va voir comment les Européens se préparent en cas de guerre de haute intensité contre la Russie. Et je salue les invités qui m'ont rejoint. Bonjour Aline Lebaï-Crémer, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous êtes cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. À vos côtés, le général Dominique Delors, merci d'être là. Ancien chef du centre opérationnel interarmé. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage 2031, Les batailles de la présidente. En face de vous, Xavier de Giacomoni, merci d'être là. Bonjour. Xavier, éditorialiste international LCI. Je vous propose d'abord qu'on revienne sur les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. On l'écoute. Nous sommes déjà en train d'inverser la tendance en matière de munitions. Jusqu'à récemment, la Russie produisait plus de munitions que tous les alliés de l'OTAN réunis. Mais plus maintenant. Au sein de l'Alliance, nous ouvrons actuellement des dizaines de nouvelles lignes de production et étendons celles qui existent déjà. Nous gagnons plus que ce que nous avons fait depuis des décennies. Nous devons tirer parti de ces progrès dans d'autres domaines, qu'il s'agisse de la défense aérienne haut de gamme ou des intercepteurs de drones à faible coût. La quantité est la clé. Xavier, comment l'Europe a réussi à surpasser la Russie dans la production de munitions ? Surpasser, j'aimerais en être sûr. On peut prendre pour argent comptant ce que dit Mark Rutte, mais on peut aussi regarder les chiffres. C'est peut-être pas exactement ça. Après, c'est extrêmement difficile de voir quel type de munitions exactement. De quoi parle-t-il exactement? Est-ce qu'il parle des obus de 155 ou est-ce qu'il va sur toutes les munitions vraiment dans le détail? C'est très compliqué à faire. En revanche, sur la masse des obus, les Russes sont grosso modo sur 3 millions de production par an. L'OTAN, si on dépasse les 2 millions aujourd'hui, ce serait déjà assez extraordinaire. Donc vous nous dites à prendre avec des pincettes. Oui, à prendre avec beaucoup de pincettes. D'ailleurs, il parle surtout d'une tendance. Il dit qu'on y va. Il termine en disant on surpasse les Russes. C'est sans doute pas le cas aujourd'hui. Après, on a des productions qui coûtent beaucoup plus cher que les Russes. Les obus, les soviétiques qui sont assez simples, de 152 mm contre 155 pour l'OTAN, pour les plus gros. Les Russes coûtent $1000 pièce à fabriquer. Les nôtres 4000 à peu près. Donc il y a un vrai problème. Mais ce que ça montre surtout, c'est que la fameuse économie de guerre dans laquelle beaucoup de gouvernants en Europe, à commencer par Emmanuel Macron, avaient dit qu'il fallait entrer le plus vite possible. On n'y est pas encore. Est-ce que les politiques en Europe, les politiques donc dans l'OTAN, sans parler des Américains, ont vraiment pris conscience de la menace à venir? C'est pas forcément encore évident. En quoi c'est capital, général Delors, de massifier les stocks de munitions pour les pays européens? Écoutez, on partait de très très bas, donc il faut se souvenir qu'on avait en tête d'avoir affaire à des conflits asymétriques, c'est-à-dire que la nation européenne, mettons la France, était beaucoup plus forte que son éventuel adversaire, ce qui s'était produit depuis 30 ans, depuis la chute du mur, et que donc, avec une armée bien organisée, des stocks réduits, des équipements de qualité, c'était largement suffisant. Là, il y a eu un rappel à l'ordre, vous avez raison de souligner, ça fait 4 ans qu'il existe, ce rappel à l'ordre, c'est que non seulement il faut des équipements, mais aussi il faut du volume. Et que c'est pas simplement avec quelques milliers de gens très professionnels qu'on arrive à faire face dans des situations de conflit haute intensité. Alors ce conflit haute intensité, c'est aussi, puisqu'on est sur le paragraphe des munitions, c'est... Effectivement, il fait un peu la méthode Coué, parce qu'on partait de tellement bas qu'il a raison de dire que ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ça va beaucoup mieux. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Moi aussi, j'en doute complètement. C'est-à-dire que oui, on produit plus d'équipements. Alors, le différentiel de coût entre les munitions faites par les Russes et celles par les Occidentaux tient aussi au coût de fabrication. Le coût de fabrication, les ouvriers spécialisés, les équipes qui gèrent toutes ces fabrications sont individuellement beaucoup plus chères qu'en Russie. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme Ils ont fait appel aussi à de la main-d'œuvre nord-coréenne pour ça. Comment on compare le budget de la défense d'un pays européen avec celui de la Russie? On a des budgets de la défense qui sont très impressionnants, mais on a des coûts de fonctionnement qui sont incomparablement supérieur à ce qui se passe en Russie. Alors, une fois dit ça, il y a évidemment tous les types d'équipements. Et là, on s'aperçoit qu'il y a d'abord des nouveaux équipements, les drones et l'anti-drone, l'anti-balistique, parce qu'on n'avait pas quand même imaginé qu'on aurait affaire à des puits de missiles balistiques ou des missiles de croisière de nouvelle génération qui sont beaucoup plus difficiles à battre, en tout cas qui nécessitent
d'avoir des intercepteurs qui sont, eux, beaucoup plus chers que le missile qui attaque. Donc tout ça, on n'avait pas imaginé les quantités. Et ça, c'est vrai pour tous les pays européens, sauf les Américains qui avaient plus de stock parce qu'ils ont l'habitude d'avoir toujours plus de stock et eux, ils se sont toujours mis dans une position de suprématie mondiale. Donc quand on veut la suprématie mondiale, il faut être bon, il faut être supérieur à tout le monde dans tous les secteurs. C'est ce qu'ils essaient toujours de faire, et ils y arrivent encore à peu près. Mais par contre, pour nous Européens, on n'était pas du tout dans cette capacité-là. Alors ça va beaucoup mieux, mais ça va quand même doucement. Hein. On verra peut-être tout à l'heure, pour ce qui est des fabrications, même en France, ça augmente même très sensiblement. Mais on n'est pas à ce fameux économie de guerre. C'est un vain mot. On a une augmentation des cadences, une augmentation des engagements, mais qui reste limitée à la fois par la volonté et aussi par les moyens qu'on veut mettre derrière cette volonté. Oui. Donc, alors, voilà. Aline Le Bailly-Crémer, pour revenir sur cette question des munitions et pour que tout le monde puisse en parler, vous posez quel regard sur la déclaration du secrétaire général de l'OTAN ? En termes de regard, y compris en intégrant ce qui vient d'être dit, il y a aussi le sujet pour passer en économie de guerre en démocratie, c'est un peu plus long qu'avec des régimes autoritaires. La Russie est un régime autoritaire, donc on n'a pas demandé l'avis à la population. Les gens ne sont pas excessivement payés ou travaillant dans des conditions qui respectent 2-3 normes de droits humains non plus. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, sachant que la Russie est alliée très officiellement avec la Corée du Nord, un peu moins avec la Chine. Donc il y a aussi ce front-là qu'il faut intégrer, notamment sur la question des munitions et des obus. Désormais, il y a une production nord-coréenne qui est énorme envoyée en Russie. Donc l'Europe, l'Occident, l'OTAN rattrape son retard. Bon an, mal an. Le point positif, c'est que quand même les signaux et les alertes ont été entendus, que la prise en compte de la menace, elle est effective, que les gens s'activent, qu'il y a des réflexions, il y a de l'énergie, il y a de la volonté quand même politique au sein de l'OTAN pour rattraper tout ce retard. Donc le regard, c'est qu'il faut aller vite, ça c'est une certitude, plus vite, mais on est quand même un peu plus dans le positif qu'il y a en effet 4 ans, où vraiment il y avait des foyers de vulnérabilité totale, ne serait-ce que sur les drones. Quand on parlait de drones, beaucoup nous disaient ça va servir à rien, c'est pas grave, il faut des chars. Non, ça, on a quand même passé un cap, et en particulier depuis 1 an, sur la réflexion des drones. Et ça, c'est peut-être ce qui manque encore. Sur la réflexion, oui. Voilà, c'est la fin de la phrase. Sur la mise en pratique, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore. Quand on voit toutes les incursions qui ont lieu en ce moment, quasiment tous les jours maintenant, très diverses. On ne sait pas exactement, on ne sait pas exactement de quoi on parle à chaque fois. Est-ce que c'est une agression vraiment téléguidée par les Russes, ou est-ce que ça peut être quelque chose d'interne qui n'ait aucun rapport? Mais en tout cas, on ne sait pas comment y faire face en parlant des drones. Il faut en produire déjà énormément. Alors, oui, mais on ne sait pas lutter contre eux, on ne sait pas comment s'en défendre. Je voudrais qu'on dise un mot de ce rapport de l'IFRI qui a été publié cette semaine et qui dit que les Européens doivent absolument muscler le rapport de force avec Moscou, qui dit sur le plan militaire, les armées européennes bénéficient d'un très net avantage dans les domaines aériens, naval, cyber et spatial, et la Russie, elle bénéficie d'un avantage dans le domaine terrestre, avec une puissance de feu générale. Ça va être quoi les défis des Européens là pour muscler leur rapport de force face à la Russie? Bon, ce qui est dit est évidemment exact. Dans le domaine terrestre, les Européens sont faibles encore. Et donc, non pas que nos armées soient individuellement faibles, mais c'est la quantité face à la menace qui est encore insuffisante. Donc il y a des tas... Les Allemands sont en retard, il n'y a pas que les Allemands, pratiquement tous les Européens, et nous les Français, on a des bonnes capacités, mais qui sont mesurées là encore. Qui sont mesurées. Pourquoi? Parce que notre armée à l'heure actuelle, dans ces 3 composantes, elle a été préparée déjà depuis 2 décennies, avec des lois de programmation qui montent doucement, mais qui tiennent compte de la nouvelle menace, celle que nous vivons en ce moment entre 2024 et 2030, et tient compte de la nouvelle menace, mais elle tient compte aussi de nos capacités économiques. Donc nos capacités économiques, vous en parlez toute la journée sur les plateaux, vous savez qu'elles sont raisonnablement faible, et que donc la montée est faible. Elle monte, c'est vrai, incontestablement ça monte, mais ça monte faiblement. Il veut dire qu'on n'arrive pas à développer. Le retard pris avec les dividendes de la paix
cher à M. Fabius dans les années 90, dès 90, nous le payons maintenant. Et donc la remontée dans les différentes composantes se fait très lentement. Alors elle se fait très lentement, pourquoi ? Parce qu'il faut aussi tenir compte des nouvelles menaces, on en a parlé, la cyber, on a parlé des drones, on a parlé du spatial, et donc il y a de nouveaux champs d'opposition qui arrivent et qu'il faut à nouveau intégrer avec les autres éléments. Ce qui fait que les capacités budgétaires sont finalement assez limitées pour augmenter le nombre de volume des forces. Oui. Comme je l'ai dit, le volume des forces, il est aussi déterminant parce qu'on n'a pas des créneaux très faibles, on le voit avec l'Ukraine, ils ont un front de 1000 km et donc il faut des forces importantes. Non pas que nous allons nous battre en Ukraine, mais prenant en compte la menace russe, tel qu'il est dit maintenant régulièrement, je pense avec intelligence, il faut avoir avec les autres pays européens des capacités réelles pour, en tout cas, dissuader le Russe de venir se frotter aux Européens. Alors justement, parmi les chiffres qu'on a eus récemment dans le Figaro, le général Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air, affirme que la France, par exemple, n'a pas assez d'avions. Elle aurait besoin de 230 avions pour assurer toutes ses missions. Elle en a aujourd'hui 185 avions. Oui, et les Russes ont doublé leur flotte d'aviation, ils en auraient 400. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit on est en dessous. J'ai mis en conditionnel. On est en dessous, mais il y a la question aussi de forces aussi qui sont collectives. C'est-à-dire que si on va se poser des questions de coordination, des questions de plateforme, des questions de fonctionnement collectif, mais si on met bout à bout toutes les forces de l'OTAN, on est plus puissante que la Russie. Alors il y a la question des forces spatiales, aéronavales, dans la question de la quantité, mais il y a aussi ce qui va se jouer, c'est la question de la qualité et de la technologie. Parce que le sujet aussi qui se pose quand on a en face une menace russe, c'est comment nous, côté démocratique, on ne peut pas combattre en envoyant des vagues et des vagues de soldats de chair à canon comme le font les Russes. Parce que c'est ça le sujet aussi de cette confrontation évoquée, c'est comment on va combattre en préservant la vie des soldats. C'est ça aussi les valeurs de ces armées. Donc ce n'est pas du tout la même façon de combattre. Les Russes, leur force en nombre, quand on parle de force en nombre, c'est pudiquement pour dire que les Européens ou les membres de l'OTAN n'enverront pas leurs soldats en ligne successive pour épuiser les munitions du camp d'en face. C'est pas ça qui va se passer. Donc va se poser aussi, et y compris sur la question de l'aviation, la question des armes, des modèles ultra technologiques. C'est ces courses-là aussi qu'il va falloir remporter, parce que ce qui s'est passé côté russe, et ce qui est observé quand même côté ukrainien, qui est quand même le laboratoire mondial à peu près de tout le monde en ce moment pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas, c'est le pic de technologique qui a été observé à partir du printemps sur la question des drones. Les drones russes sont devenus beaucoup plus intelligents, beaucoup plus efficaces, avec tous les guillemets du monde, sur le terrain, et ça, c'était pas prévu quelque part. Après, rien n'est jamais prévu dans cette guerre, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est tous ces défis-là qu'il faut relever, et c'est pas qu'une histoire de quantité, c'est une question aussi, alors évidemment il y a la quantité bien sûr, mais il y a aussi quelle arme, où, quand, comment, et toute cette réflexion collective, parce que je pense profondément que tout mis à bout du côté de l'OTAN, on est plus fort que la Russie, mais en revanche on ne sacrifiera pas des vagues de soldats sur des lignes de front. Avec le général Bélanger et les Rafales, on touche au cœur du souci qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que là on est sur un avion qui est envié dans le monde entier, qui est certainement l'un des meilleurs chasseurs bombardiers multirôles, il peut tout faire le Rafale, hein. Contrairement aux appareils américains par exemple qui sont extrêmement spécialisés en fonction du type de mission, mais le succès fait que pour les produire on commence à être vraiment dans l'embarras. On n'est même plus dans un problème de budget. D'abord, il faudrait les payer, évidemment, mais de toute façon, même si on les payait, l'armée de l'air et de l'espace n'aurait pas les avions dans l'année qui vient ou même dans les 2-3 ans qui viennent. Hein. C'est évident. Parce que l'industriel Dassault, avant qu'il fasse des investissements qui permettent, par exemple, de construire une nouvelle usine pour accroître les cadences de production, il lui faut des garanties, et ces garanties-là, dans les pays occidentaux, c'est extrêmement difficile à avoir. Non, mais on n'a pas de système. Il ne produit que 25 avions par an. Mais c'est ça, oui, c'est en quantité limitée, et il en a vendu beaucoup. Donc là, on a un vrai problème parce que les Rafales, ils sont surutilisés, notamment dans des missions de protection OTAN, par exemple dans les pays baltes. Ils ont été utilisés aussi en Roumanie. C'est-à-dire que c'est un avion qui sert à
toute l'Europe, à tout l'OTAN, et qui est d'un appui vraiment essentiel pour ces armées-là. Et on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin très très vite. C'est pas forcément uniquement une question d'argent.